Dans ma dernière vidéo, nous avons vu les populations du sud-est de l'Anatolie, qui vivaient il y a 12 000 ans, changer lentement de façon de vivre, commencer à cultiver des plantes et à domestiquer des animaux, créer de nouveaux outils, construire des maisons et des temples et devenir sédentaires. Ce nouveau mode de vie s'est accompagné d'une augmentation de la population. Les habitants devenant trop nombreux, certains sont partis à la découverte de nouveaux territoires et c'est ainsi que leur mode de vie s'est répandu vers l'ouest au cours des millénaires suivants. Avec cette nouvelle vidéo, nous allons d'abord voir comment ont évolué les populations sédentarisées de la Mésopotamie. Dès 9000 ans avant le présent, comme on le voit sur la carte, plusieurs cultures se succèdent au Proche-Orient. D'abord la culture Hassuna-Samara, puis la culture Alaf. Elles ont produit de remarquables figurines féminines dotées d'attributs de fertilité distinctifs. Les habitants de Samara inhument les défunts dans des tombes, accompagnés d'un mobilier funéraire, notamment des statuettes en albâtre. Le plus souvent, les sculptures sont des figures féminines nues, aux formes simplifiées et au visage très schématique. Le culte des morts était très enraciné et pratiqué. Quelquefois, on dépose aussi des représentations d'hommes nus, suggérant peut-être des figures parentales. Certaines figurines mesurent seulement 4 à 5 cm de haut. D'autres statuettes peuvent atteindre 13 à 15 cm. Celles-ci impressionnent avec leurs yeux incrustés de bitume qui donnent de la force à leur regard, à leur présence. Vers 7000 avant le présent, c'est la culture Alaf qui prend le relais. Cette statuette est assise, les jambes étendues, les bras soutenant ses seins saillants. Des bandes de pigments soulignent les formes pleines et arrondies de ses membres et suggèrent des traits du visage, un collier. Modelée dans l'argile, cette figure féminine aux formes accentuées est caractéristique de cette culture de Alaf. Elle est représentée nue, assise, les bras repliés autour des seins, dans une position évocatrice de l'enfantement. Des lignes de peinture rouge autour de la taille dessinent un pagne ou une ceinture. Tandis que la tête a une forme conique, les mains et les pieds absents, les attributs de la féminité, hanches et seins, apparaissent en revanche fortement marqués. La mise en avant de ces caractères évoque clairement la représentation d'un principe de fécondité sous les traits de la figure féminine de cette déesse mère. Garante du renouvellement régulier de la vie, celle-ci ne pouvait que jouer un rôle majeur dans une société désormais fondée sur la production de ressources naturelles. Quittons le sud-est de l'Anatolie pour partir à la découverte d'autres sites remarquables de la période néolithique et des sculptures que nous ont laissées les habitants. D'abord dans les régions voisines sur les 3 sites indiqués sur la carte, puis en suivant les mouvements migratoires jusqu'à l'ouest de l'Europe. Nous commençons par le site auquel j'ai fait allusion dans la précédente vidéo, Çatalhöyük, au centre de l'Anatolie. C'était il y a environ 9000 ans que l'une des premières villes de notre histoire a émergé ici. Les habitants construisaient leurs maisons en briques de terre crue, mêlées de paille et séchées au soleil, et en bois. On ne pouvait y entrer qu'en grimpant sur des échelles et en passant à travers le plafond. Sur le site, de nombreuses statuettes en terre cuite ont été exhumées. Ce sont des figures corpulentes, symboles de fertilité. La plus célèbre d'entre elles est une sculpture en argile représentant une femme voluptueuse assise sur un trône, peut-être en train d'accoucher. Ses mains reposent sur les têtes de 2 félins dont les queues sont enroulées autour de ses épaules. Récemment, une équipe d'archéologues a mis au jour une figure féminine entière et unique. Elle fut retrouvée couchée, protégée dans une niche sous le sol d'une maison. Ceci explique son excellent état de conservation. Elle a été réalisée dans un calcaire qui a l'aspect du marbre. Contrairement à beaucoup de statuettes, elle est intacte et complète. En particulier, la tête et les pieds sont pour une fois présents.
Elle représente une femme obèse dont le ventre est recouvert d'un tablier abdominal et dont les mains semblent tenir le bout des seins aplatis et tombants. L'épaisseur des membres est soulignée par des articulations beaucoup plus fines. Le visage est très rond, peu détaillé. Les oreilles sont percées de trous. Un autre site néolithique se trouve plus au sud, au nord-ouest de la Jordanie. Des statues de grande taille ont été découvertes à En Ghazal, 15 statues et 15 bustes, âgés d'environ 9000 ans, qui avaient été soigneusement déposés dans des fosses creusées dans le sol de maisons abandonnées. Les statues ont été formées en modelant du plâtre de chaux sur un noyau de roseau. Certaines sont bicéphales. Les têtes ont été modelées avec soin, avec des yeux grands ouverts et des iris soulignés par du bitume. Ces statues représentent des hommes, des femmes et des enfants, mais les caractéristiques sexuelles masculines ou féminines ne sont pas mises en valeur. Celle-ci est conservée au Louvre. Ses pieds sont assez grossièrement formés, avec des traits qui découpent les doigts de chaque pied. Ils soutiennent 2 épaisses jambes, inégales en largeur et non symétriques. La silhouette est dépourvue de bras et son corps ressemble aujourd'hui à un amas de matière plâtreuse relativement informe. La figure apparaît lisse et nette, avec un nez et des narines, un trait noir pour la bouche et 2 yeux très simples, constitués de 2 paupières et de 2 pupilles, qui nous fixent avec une drôle d'expression. La fonction de ces statuettes reste incertaine. Elles sont généralement considérées comme représentant les ancêtres des membres de la communauté, mais ce n'est qu'une hypothèse. Le déplacement des populations s'est fait par terre et aussi par mer, et nous retrouvons ici le site de Kirokitia à Chypre. La figure humaine est aussi le thème dominant des figurines trouvées ici, ce qui met en évidence les similarités avec les cultures du Proche-Orient. Les figurines sont en grande majorité en pierre. La plus ancienne est cette tête de pierre sculptée représentant une face animale ou peut-être hybride, mi-humaine, mi-féline. Il s'agit d'une tête massive, sculptée en rond de bosse, partiellement polie, dans un galet de serpentine. La tête est redressée, rejetée vers l'arrière, les oreilles levées, bien dégagées. La face est disposée en oblique, le nez et les yeux en relief, menton vers l'avant. Ce visage est la seule partie détaillée de la pièce. Ces détails anatomiques apparents, valorisés par polissage, sont bien mis en évidence et s'opposent en cela au reste de la sculpture, se limitant à des surfaces seulement piquetées. Certaines figurines humaines sont des silhouettes découpées sur un petit galet, par des encoches latérales, parfois complétées par une encoche verticale marquant les jambes. Contrairement à celles du continent, ces figurines sont des représentations beaucoup plus épurées, voire abstraites, de personnes et manquent généralement de détails anatomiques qui nous indiqueraient si elles étaient censées être masculines ou féminines. Pourtant, il y a des pièces où le travail de mise en forme est plus poussé et où on peut voir plus de détails. Par exemple, avec cette splendide figurine cruciforme en stéatite avec un pendentif de la même forme. L'œuvre représente probablement une femme, symbole de fertilité. Mais nous sommes ici à l'extrême fin de la période néolithique, à la jonction avec la période suivante du chalcolithique. D'autres populations sont parties vers le continent européen par voie terrestre. C'est ainsi que le nouveau mode de vie néolithique s'est implanté sur les bords de la mer Noire. C'est la culture Hamandja et dans la vallée du Danube pour la culture Venka. La culture de Hamandja est la première culture néolithique à s'installer sur la côte ouest de la mer Noire 7000 ans avant le présent.
Elle présente une grande importance pour l'étude de la préhistoire de la Roumanie et de l'Europe du Sud-Est, car elle est reliée au vaste phénomène de diffusion du néolithique depuis le Proche-Orient jusqu'en Europe. De nombreuses statuettes féminines ont été découvertes dans les Balkans. Les formes des sculptures, volontairement stylisées pour créer une symbolique et non représenter un individu, semblent bien refléter des préoccupations spirituelles. Mais il est impossible de retrouver le sens de ces productions symboliques de populations qui ne nous ont laissé aucun écrit. Les statuettes les plus connues sont les Penseurs de Cernavoda. Pièce unique au monde, les deux statuettes doivent leur notoriété à la façon dont leur metteur en scène a capté l'attitude méditative humaine, fait exceptionnelle pour l'époque de leur création. Les deux statuettes en argile cuite sont les objets préhistoriques les plus célèbres trouvés sur le territoire roumain, devenant un symbole culturel du pays. Le penseur est un homme assis sur une petite chaise en pierre, les coudes sur les genoux et la tête appuyée dans les mains, dans une position qui montre qu'il est dans un moment où il est plongé dans ses pensées. Il a une tête ovale, un long cou et une bouche, des yeux et un nez bien définis. Le front est étroit et les oreilles sont représentées par des trous circulaires. La femme affiche quant à elle une position pensive, mais tenant les deux mains sur une jambe et assise par terre, sans chaise. Sa jambe gauche est tendue, sa jambe droite est pliée, ses hanches sont bien définies et son visage est tout aussi expressif. Vers l'ouest, sur les bords du Danube, en Serbie, les archéologues ont mis au jour d'importants vestiges correspondant à une nouvelle culture néolithique, la culture Vinca, qui couvre une grande partie de la région, dans ce qui est aujourd'hui la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie et la République de Macédoine. Des milliers de statuettes d'argile ont été découvertes dans la région. En voici deux représentant des femmes stylisées en terre cuite, d'une teinte lustrée noire. Elles ont de grands yeux exorbités, un visage triangulaire et des détails modelés ou incisés pour les vêtements et les parures. De la couleur est parfois ajoutée à la pâte. Elles auraient été utilisées à des fins rituelles, suggérant les intenses pratiques magiques et religieuses de cette culture. Ici, une statuette de déesse mère en terre cuite, assise sur son trône. Voici une statuette en terre cuite très rare, représentant un homme stylisé, debout, les mains posées sur les hanches, le sexe apparent. La tête, menton triangulaire, présente un large nez proéminent et des yeux en grains de café. L'ensemble du corps est gravé d'incisions. À gauche, une figurine assise en terre cuite, les jambes jointes, les bras repliés et ramenés sous la poitrine. La tête proéminente est caractérisée par des traits stylisés, de grands yeux, un nez long et fin, travaillés en relief. Les bras, les jambes ainsi que les lignes du cou sont marqués par des incisions dans la terre cuite. La posture formelle pourrait avoir une signification religieuse ou spirituelle, comme une divinité du foyer. À droite, une figure féminine avec une tête triangulaire caractéristique, un menton pointu et de larges épaules, portant une tunique à col en V, à manches longues et plissées, et une jupe courte à des corps de chevron incisés. Elle conserve des restes de pigments rouges et noirs, avec de la pâte blanche dans le décor incisé. Elle porte un bonnet rouge, assise, les mains sur les hanches, sur une banquette basse à bornes en tête de bélier, chaque bras percé de 2 trous. Le nouveau mode de vie sédentaire néolithique est arrivé à l'ouest de l'Europe il y a environ 7000 ans. C'est la culture chasséenne. À Villers-Carbonel, sur la rive gauche de la Somme, les archéologues ont dégagé 2 vastes enceintes appartenant à la culture chasséenne. Cette exceptionnelle statuette féminine néolithique en terre cuite y a été découverte. Exceptionnelle car elle est pratiquement entière et très rare dans cette période.
Les archéologues ont souvent vu dans ces statuettes des représentations symboliques de la fertilité pouvant faire l'objet d'un culte domestique à une sorte de déesse mère. Une autre explication pourrait être une représentation religieuse comme il en existe ailleurs dans l'ère chasséenne. Un autre site de la même époque a été découvert en Eure-et-Loir, à Sorel-Moussel, le site de Fort-Arroir. Une dizaine de statuettes féminines y ont été mises au jour. Cette figurine se distingue des autres par sa silhouette épurée et son bon état de conservation, seule sa tête manque. L'allure générale de cette figure féminine est extrêmement schématique. Sur le buste, parfaitement lissé, les seins et le sillon du sternum sont bien marqués. Les bras ne sont pas entièrement représentés. Les hanches apparaissent très larges, contrastant avec la finesse de la taille. Le sexe n'est pas noté. La jambe gauche, entière, présente une extrémité légèrement recourbée, correspondant au pied. On est dans un style très similaire avec cette statue menhir sculptée dans un bloc de granit. La tête est sans trait distinctif, hormis un bourrelet sommital. Les épaules sont assez carrées. Les seins sont des calottes sphériques très régulières, le sein gauche étant légèrement plus haut que le droit. Elle comporte un collier asymétrique en dessous des seins. La statue semble pencher sur son épaule droite. Mais les représentations les plus connues sont les stèles anthropomorphes. Les plus anciennes sont les stèles duranciennes, aux formes quadrangulaires ou trapézoïdales, avec un visage formé d'un T facial. Sur ces stèles, des traces de peinture rouge ont été observées pour les décors en chevron. Ces étranges visages muets, énigmatiques, probablement des stèles funéraires, étaient jadis implantés dans le sol pour honorer les défunts. Le visage quadrangulaire, sculpté en creux, est dominé par le front, les yeux et le nez, traités en relief. Cette face est encadrée par de curieux motifs en chevron, finement incisés, interprétés comme une longue chevelure. Plus récentes sont les statues menhirs du Gard, de l'Hérault et du Rouergue. Ces statues menhirs sont beaucoup plus richement décorées. Divinités tutélaires ou dieux menaçants, elles ont été dressées au fond des forêts ou au bord des champs il y a environ 5000 ans avant le présent. C'est avec 3 d'entre elles, conservées dans les collections du musée Fenaille à Rodez, que je vais terminer cette vidéo. En effet, nous arrivons ici à la fin de l'âge de la pierre polie, auquel va succéder l'âge des métaux. La statue menhir de Nicoule a été découverte à Saint-Sever-de-Moustier dans le département de l'Aveyron. Elle a été gravée sur une dalle de schiste d'origine locale. La statue est complète. Elle n'est gravée que sur sa face antérieure. C'est une statue masculine qui comporte tous les attributs anthropomorphes: visage, nez, yeux, tatouage, bras, mains, pieds et orteils. Le personnage porte une ceinture, un baudrier et un objet poignard. La statue menhir des Morel appartient également au groupe Rouergue. Elle a été découverte au lieu dit les Morel, dans le département de l'Aveyron. Elle a été sculptée dans une dalle de grès dont le site d'extraction le plus proche est situé à environ 15 km. Son poids de 872 kg a dû nécessiter une logistique importante pour son transport et son érection. C'est une statue masculine, complète, de belle facture, bien que légèrement usée dans le dos. Elle comporte tous les caractères anthropomorphes: visage, bras, mains, jambes, pieds, crochet omoplate, et tous les attributs guerriers masculins: baudrier, l'objet poignard, un arc et une flèche. La ceinture est décorée de chevrons. Au dos, les bretelles du baudrier s'achèvent en volute. Voici pour terminer la Dame de Saint-Cernin, la plus connue des statues menhirs, et elle symbolise toutes les statues du groupe Rouergue. Esthétiquement, c'est une des plus complètes, véritable modèle de statue menhir féminine avec ses caractères physiques et ses différents attributs.
Le personnage est représenté en pied, les jambes droites, la taille marquée par une ceinture double. Les bras, repliés sur le buste, sont prolongés dans le dos par des épaules en forme de crosse. Les traits du visage sont simplifiés. Seuls les yeux et le nez sont tracés, ainsi que des tatouages en forme de traits parallèles sur les joues. Cette figure féminine a des seins en forme de bouton, un collier à 6 rangs autour du cou, une pendeloque en Y et des cheveux tirés en arrière par une queue de cheval. Elle est vêtue d'un grand manteau aux lourds plis parallèles.